l'émission politique de France Info, une demi-heure en somme, comme tous les matins. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour à vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein, avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin, Jean-Michel, est président du Parti chrétien-démocrate, candidat à la primaire à droite. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous avez prononcé la semaine dernière des propos qui vous sont beaucoup reprochés. Oui. Vous avez dit à propos d'Hillary Clinton, candidate à la présidence des États-Unis, je vous cite, c'était dans Nice Matin, la proximité de Madame Clinton avec les superfinanciers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes sont dangereux pour l'Europe et la France. Vous avez regretté l'interprétation de ces propos, ça veut dire que vous les maintenez. Jean-Frédéric Poisson, il n'y aura pas de regret, pas d'excuses de votre part? J'ai prononcé les regrets déjà. Je vois bien que... Vous regrettez l'interprétation, pas les propos. Je vois bien que... Excusez-moi, on est les d'accord? propos... Je vais terminer ma phrase si vous voulez bien. Je vois bien que les propos que j'ai prononcés ont provoqué de l'inquiétude et de la peur chez beaucoup de personnes membres de la communauté juive en France. J'en suis désolé. Je leur demande pardon pour ça parce que ça n'était pas mon intention de blesser. Je n'ai pas de haine à l'égard de quiconque et certainement pas d'eux. Oui, parce que je les ai blessés et dans ma conception des relations entre les personnes, c'est normal quand on blesse quelqu'un, même quand c'est pas intentionnel, de faire cela. Cela vous ne retirez pas. Comment Cela vaut excuse de votre part? Oh, écoutez, je ne sais pas, c'est bien plus que des excuses. Maintenant, j'ai effectivement, comme vous l'avez dit, évoqué la situation de Madame Clinton et de sa vision de la politique du Proche-Orient. Je ne peux pas reprocher aux groupes de pression qui sont pro-israéliens aux États-Unis de faire leur métier. Ils le font d'ailleurs bien. Je ne reproche pas non plus à vos confrères de la presse écrite française ou américaine de retracer les interventions des candidats à la présidence des États-Unis devant ces groupes de pression. Je dis simplement que la paix au Proche-Orient, elle réclame une position équilibrée entre la sécurité d'Israël d'un côté et la dignité du peuple palestinien de l'autre côté. Je regrette que la position de Mme Clinton, qui est, je crois, unilatérale en réalité, est beaucoup trop proche de ce que je considère être... C'est la position historique des États-Unis. Mme Oui, Clinton, John Kerry, Barack Obama, Joe Biden, enfin tous. Obama l'était moins, et d'ailleurs ça a été marqué par tous les observateurs. Le discours que Mme Clinton a prononcé le 16 mars dernier est une forme d'évolution assez nette dans le sens de ce déséquilibre. C'est ce que j'ai regretté. Monsieur Poisson, ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est le mot soumission. Elle est soumise. Qu'est-ce que ça veut dire, soumise? Ça veut dire que quand je lis dans... sous la plume de vos confrères américains ou français que, effectivement, un certain nombre de vos confrères se demandent si c'est pas le groupe de pression lui-même qui a écrit le discours de Madame Clinton, ou encore effectivement, on comprend pas très bien pourquoi, pour la première fois, on prononce des mots extrêmement durs à l'égard de tout ce qui pourrait faire accréditer la thèse qu'il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe du côté des Palestiniens. Qu'est-ce que vous avez lu Qu'est-ce que vous avez lu qui va dans le sens de ce Oui, bien sûr. Il y a des commentaires de vos collègues d'US News, il y a des commentaires de... Non, dans le discours de Mme Clinton, parce que les commentaires n'engagent que ceux qui les font. Dans le discours de Mme Clinton, quel est l'aspect qui vous a paru particulièrement choquant? Il y a le fait qu'il y a une volonté de ne pas tenir compte en aucune manière de ce que les Palestiniens souhaitent faire valoir. Et de se préoccuper uniquement, encore une fois c'est un sujet que je comprends et que je partage, de se préoccuper uniquement de la sécurité d'Israël, du rapprochement des États-Unis avec Israël. Donc c'est donc la politique de ces deux États qui me paraît inquiétante et pas autre chose que ça. On se reportera à ce discours du mois de mars, on enregistre Jean-Frédéric. 16 mars 2016. 16 mars 2016 pour voir quels sont les aspects qui vous ont à ce point choqué. On note aussi votre pardon aux gens que vous avez pu blesser. Pardon, juste un mot, Jean-Michel. Pour revenir à ce que disait Guy sur le mot soumission. Quand il y a soumission, il y a le fait d'obéir en fait à un groupe. Donc est-ce que vous avez le sentiment qu'Hillary Clinton va chercher ses ordres auprès de ces groupe de pression, parce que c'est le mot que vous avez finalement employé. Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire pour vous? Tous les commentateurs ont noté que le discours de Mme Clinton et ses dernières interventions allaient parfois même au-delà de ce qu'un certain nombre de groupes de pression locaux pouvaient espérer. Encore une fois, on n'aura pas d'exemple. Il y a même des... Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail maintenant, parce que je ne suis pas là pour ça, et les Français sont préoccupés par bien d'autres choses que les élections américaines. Oui, mais c'est vous qui avez mis ce débat sur le devant de la scène. Oui, enfin, si vous voulez, mais il n'en reste pas moins que, encore une fois, je suis interloqué par le fait que encore une fois, des commentateurs, et je m'informe aussi à partir des travaux de vos confrères, avait l'impression d'entendre Netanyahou en entendant Mme Clinton. Alors on peut être d'accord ou pas avec la politique de M. Netanyahou, mais... La soumission ne vaut que pour la politique vis-à-vis d'Israël? Ou pour d'autres sujets? Non. Enfin, encore une fois,
Une des raisons pour lesquelles je suis surpris et très triste de cette polémique, c'est que aux États-Unis, les lobbies font partie du paysage. Il y a les lobbies des armes à feu, il y a ceux du tabac, il y a ceux de l'énergie, il y a ceux de l'armement, il y a ceux, ils font tous ce travail, c'est structuré. Je conçois bien qu'en France, ça soit connoté de manière extrêmement différente. Est-ce que la soumission d'Hillary Clinton ne vaut que pour la politique au Proche-Orient ou dans d'autres domaines? Dans d'autres domaines, je les regarde de moins, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je voudrais revenir à votre déclaration. Vous êtes un intellectuel et vous savez que de tout temps, associer les Juifs à l'argent est le premier des clichés antisémites. Et pourtant, vous vous êtes livré à ce cliché en associant les milieux bancaires et les milieux sionistes. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est une déclaration antisémite? Je réponds Vous le savez que c'est de tout temps utilisé par les antisémites. Je réponds que d'abord, il n'y a rien dans les milliers de pages que j'ai publiées sous ma plume. Je vous parle de cette déclaration. Moi, je vous parle de tout le reste, monsieur, mais je vais répondre à votre question. Il n'y a rien dans les milliers de pages que j'ai publiées sous ma plume, dans les centaines d'heures de prise de parole que j'ai pu effectuer, pas une once d'agression à l'égard du peuple juif sous quelque manière que ce soit. L'association que vous me reprochez d'avoir faite, je ne l'ai pas faite. Bah si. Je parle des liens d'Hillary Clinton avec deux types d'intervenants. Ah, et par hasard, il se trouve que par hasard, elle est associée à Wall Street et aux lobbies sionistes. Il n'y a pas de lien de cause à effet dans votre phrase? Bah écoutez, non. Non. Dont acte. Non. Voilà, la discussion n'est pas finie. Bien sûr, il est 8h40 sur France Info. Passons l'invité politique de France Info ce matin. Question, Jean-Michel Apathy. Nathalie Kosciusko-Morizet a saisi la haute autorité des Républicains après les propos que nous avons commentés dans la première partie de cette émission. Jean-Frédéric Poisson, redoutez-vous, la haute autorité va se pencher sur ce dossier, si je puis dire, demain. Redoutez-vous d'être exclu de la primaire, Jean-Frédéric Poisson? Non, parce que il y a dans la réaction de certains de mes concurrents beaucoup de théâtre en réalité. Ils savent parfaitement qui je suis, on se connaît depuis longtemps, nous siégeons dans le même groupe, nous avons combattu les mêmes ennemis, ils savent quel est l'investissement qui est le mien pour se bagarrer contre le terrorisme, et quand je me bats contre le terrorisme et l'islamisme radical, je me bats aussi contre l'antisémitisme parce que c'en est une des causes. Donc ils savent tout ça. Si probablement si j'avais moins bien réussi le débat de la semaine dernière sur le plateau de vos confrères de TF1, ces réactions auraient été moins énergiques. Vous leur faites peur, je pense que leur prendre des voix. À leur prendre des voix, peut-être pas, non. Mais avoir un pourcentage de voix plus élevé que le leur, oui, certainement. Ah, être au-dessus, carrément. Oui. D'accord. Sur les alliances, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet dit que... Sur les alliances, j'ai la mienne à mon annulaire. Sur les alliances politiques. Nathalie Kosciusko-Morizet dit que vos propos sont souvent en contradiction avec les valeurs des Républicains. Vous avez expliqué dans Valeurs Actuelles qu'il fallait rompre le cordon sanitaire autour du Front National, ce qui n'est pas du tout le discours du parti, les Républicains. Vous participez à la primaire de ce parti. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet dit, vous savez, Jean-Frédéric Poisson est très loin de nos valeurs. Pourquoi, à votre avis, faut-il rompre le cordon sanitaire avec le Front National? Et qu'entendez-vous d'ailleurs par cordon sanitaire? Il me semble que la question avait été formulée par un de vos confrères, donc j'ai repris le terme. Derrière les cordons sanitaires, il y a des pestiférés ou des malades contagieux. C'est une notion qui m'est étrangère et dans ma conception de la cité et dans ma conception de la vie politique. Deuxièmement, lorsque le Front National et ses électeurs, le Front National ou ses électeurs, nous alertent sur le délaissement des campagnes, l'abandon de la ruralité, la crainte que les Français se voient perturbés ou dessaisis de leur culture ou de leur mode de vie dans certains territoires de la République. Et toutes ces choses-là, je ne vois pas pourquoi je n'entendrai pas ces alertes parce que je les vis moi aussi chez moi. Mais ça, c'est donc des électeurs. Est-ce que vous êtes pour des alliances? Oui, c'est ça. Oui. Non, je ne suis pas pour des alliances politiques avec le Front National. Alors c'est quoi le cordon sanitaire? On ne comprend pas bien. Eh bien, c'est le fait parce que le cordon sanitaire, excusez-moi, mais pour le coup, Nicolas Sarkozy, par exemple, dit il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Voilà. C'est ça le cordon sanitaire. Est-ce que ça vous paraît devoir être modifié? Moi, j'en suis pas du tout là. Je suis dans le débat public. Je ne suis pas dans les alliances électorales. Est-ce que vous excluez toute alliance à quelque niveau que ce soit avec un candidat du Front National? Alors, toute alliance à quelque niveau que ce soit, la réponse est non, pour une raison simple, c'est que dans le conseil d'agglomération que je préside, il y a un élu du Front National qui vote mes budgets, qui vote les délibérations que je présente au conseil,
et qui se situe, à défaut d'être dans la majorité en tant que tel. Au deuxième tour des législatives, si vous devez choisir entre un candidat socialiste et un candidat du Front National, vous faites entre quoi? un candidat socialiste malhonnête et un candidat socialiste du Front National honnête, j'hésiterai certainement très longtemps. Et entre un candidat socialiste honnête et un Front National honnête? Ça dépendra de son projet et de son programme, mais je pense que... Donc vous pourriez soutenir le candidat du Front National honnête? Je n'exclus pas, je pense que l'honnêteté est pour moi une valeur qui est supérieure à beaucoup d'autres en matière de politique. Est-ce que vous vous sentez dans la primaire plus proche dans la primaire et au-delà, donc, puisque par rapport au Front National, vous vous sentez plus proche d'une Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, ou de quelqu'un qui serait au Front National, ou de Marine Le Pen qui va se présenter aussi, par exemple, si vous me mettez sur cette échelle? On m'a beaucoup reproché d'avoir déclaré que j'étais plus proche sur certains sujets, je précise bien, de Marion Maréchal Le Pen que de Nathalie Kosciusko-Morizet, mais c'est la vérité. Quel sujet? Sur le respect de la vie, par exemple, sur le mariage pour tous, sur la dépénalisation du cannabis, sur le respect de la vie en français, c'est l'avortement, je précise. L'avortement et l'euthanasie, monsieur Bronstein, et les deux. c'est ça, et la peine de mort. Voilà. Et donc, de mon point de vue en tout cas, ce sont les trois. Et il est clair que sur ces sujets-là, mes positions sont plus proches de celles de Marion Maréchal que de Nathalie Kosciusko-Morizet. Par ailleurs, j'ajoute que respecter les valeurs d'un droite et du centre, c'est d'abord respecter sa signature et son engagement. Bon, c'est habituel chez moi, est-ce habituel chez mes 6 concurrents? C'est aussi imaginer qu'un certain nombre de sujets, comme par exemple la dépénalisation du cannabis, la fin du salariat que porte Nathalie Kosciusko, je ne suis pas certain que ça soit tout à fait conforme tout le temps aux valeurs républicaines de la droite et du centre. La notoriété que vous a apporté le premier débat, vous y avez fait référence sur TF1 entre les candidats à la primaire des Républicains, fait que désormais vos faits, vos gestes, vos propos sont regardés différemment. Le 12 décembre prochain, vous avez dit que vous participeriez à la Mutualité, à une réunion avec Robert Ménard et Philippe de Villiers. Cela aussi, vous êtes un peu reproché, parce que décidément, on vous reproche beaucoup de choses, Jean-Frédéric Poisson. C'est la période, monsieur Abati. Voilà, on va écouter Philippe de Villiers. Sarkozy, Hollande et depuis Giscard, en fait, pour moi, ils ont du sang sur les mains. Parce qu'ils ont installé au cœur de notre nation une super nation qui s'appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants de l'islam, et que maintenant nous sommes devant une contre-société, la contre-société islamique, qui nous pose évidemment les plus grands problèmes. Philippe de Villiers, Jean-Frédéric Poisson, et en tout cas quand on entend ces propos, vous les partagez? On se connaît depuis très longtemps et nous sommes assez copains, on dirait. C'est le niveau de langage qui convient en l'espèce. C'est sur le plan humain, mais je parlais sur le plan politique. J'ai bien compris, mais j'essaie de répondre de manière complète à vos questions, monsieur Abati. C'est très gentil. Sur le plan politique, oui, nous avons beaucoup de choses et beaucoup de visions en commun avec Philippe de Villiers depuis longtemps. Son mode d'expression n'est pas nécessairement le mien, donc c'est sur le vocabulaire ou la forme. J'aurais peut-être pas employé ce langage-là. Maintenant, Nicolas Sarkozy a du sang sur les mains. Oui, ça c'est peut-être beaucoup dire. Tout de même, même si je pense que la manière dont le président de la République précédent, avec François Fillon et Alain Juppé, ont traité l'affaire libyenne et l'affaire syrienne, me paraît extrêmement difficile à justifier. Donc vous diriez que Nicolas Sarkozy a du sang sur les mains? Non, pas du sang sur les mains. Quand on est le chef des armées de toute façon et qu'on engage les forces pour aller faire la guerre, c'est le travail du chef de l'État, ça c'est pas bon. Mais sur le société islamique. La contre-société islamique, c'est un problème de forme. J'aurais peut-être pas dit les choses comme ça, mais ce qui est certain, c'est que il y a, en tout cas, on constate dans certains endroits du territoire national le développement d'une société qui se situe désormais quasiment à part de la société française. C'est une forme de dérive communautariste très claire qu'il faut combattre. Et il faut la combattre d'abord en reconnaissant qu'elle existe. Monsieur Poisson, vous allez un petit peu plus loin que ça. Sur votre compte Twitter, le 14 juin 2016, vous étiez à Tours, je crois, c'est vous qui dites c'est bien l'islam qui pose problème à la France, pas seulement le radicalisme. Bien Donc sûr. on est au-delà du radicalisme, c'est l'islam. Oui, parce que l'islam se présente comme une civilisation, pas simplement comme une religion. Et dans la civilisation islamique, la politique est fondue dans une réalité qui est globale en quelque sorte. On connaît ça, mais les musulmans français donc vous posent problème. Je vous parle pas des musulmans français. On fait toujours la différence entre islam et musulman. Mais il faut le faire. Oui. Il faut le faire parce que je suis persuadé que, alors que l'islam propage une vision de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la dignité et de la laïcité encore plus, qui n'est pas conforme à ce que la Constitution, la devise de la République française indique. Par ailleurs, il y a beaucoup de musulmans français qui sont parfaitement à l'aise avec notre Constitution et notre conception du monde, et c'est justement la différence entre les deux qui est problématique pour la République française. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire l'islam, j'ai dit d'ailleurs l'inverse.
sur le plateau de TF1 l'autre jour. Au sujet du salafisme. Je ne sais pas interdire une idée dans le débat. Je ne sais pas comment on fait ça. Là, c'est pas une idée, c'est une religion. Non, je ne parle pas de religion. Je parle de la manière dont l'islam, en général, religion, culture, politique, mode de vie, conçoit la vie de la cité. Et l'islam, je le dis simplement et très tranquillement, véhicule des notions qui ne rentrent pas en phase avec ce que nous, Français, nous vivons dans notre Constitution et dans le bloc constitutionnel. Et cette discussion avec vous, Jean-Frédéric Poisson, se poursuit dans un instant sur France Info, de l'émission politique de France Info. Avec Jean-Frédéric Poisson, question, Jean-Michel Apathy. Pour en finir avec le sujet précédent, Jean-Frédéric Poisson, le grand remplacement, vous y croyez? C'est-à-dire le grand remplacement, c'est cette théorie des chrétiens par les musulmans? Oui, je vois bien qu'il y a un afflux migratoire important venu des pays arabo-musulmans depuis 20 ans, 25 ans en France, ça existe. Il y a un certain nombre d'économistes qui disent, qui font ce constat, je pense aux thèses de M. Pastré par exemple, il y a quelques années, qui disent en 2030, il y aura 30 millions de jeunes sans emploi au nord de l'Afrique et il y aura 30 millions de besoins de main-d'œuvre en Europe, donc suivez mon regard. Donc, le recours... Je ne crois pas qu'il ait écrit « Suivez mon regard ». Non, c'est moi qui dis suivez mon regard. Non, je précisais pour nos la fin de la citation s'arrête avant, vous avez parfaitement raison. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a toujours une tentation aussi dans la manière dont on organise l'économie de recourir à la migration pour des raisons d'économie d'échelle, d'économie de salaire, le grand remplacement, plutôt oui. Non, je pense qu'il faut faire attention en tout cas, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il faut faire attention au poids des flux migratoires sur la vie française qui a été modifiée de manière significative depuis une trentaine d'années maintenant. Bon, donc je ne sais pas trop ce qu'il faut déduire de votre position, eu égard à cette position. Je ne reprends pas à mon compte le vocabulaire, mais l'idée, comment dire, il faut la suivre, il faut regarder ça, oui, c'est un problème. Les forces de police ont commencé l'évacuation de ce que l'on appelle la jungle de Calais, ces migrants agglutinés depuis des mois, à cet endroit-là pour les répartir sur le territoire. C'est une œuvre humanitaire ou une œuvre condamnable? Non, c'est pas condamnable parce que je suis allé à Calais bien avant le démarrage de la campagne des primaires. J'ai été absolument horrifié par ce que j'ai vu d'indignité des conditions de vie de toutes ces personnes, plus indignes d'ailleurs que tous les camps de réfugiés que j'ai visités autour de la Méditerranée depuis maintenant 2 ans. Je crois que le devoir que nous avons, il est double. Dire d'abord à ces migrants qu'ils ont beaucoup moins d'avenir que ce qu'on leur dit en venant en France, parce que nous ne sommes pas en situation de leur proposer un avenir durable. Une fois qu'ils sont là, nous avons l'obligation de les traiter avec de la plus digne des façons. Et chacun doit y prendre sa part. Maintenant, la manière dont l'État procède, avec un mépris pour les collectivités locales, pour les élus locaux, pour les maires, qui par ailleurs sont prêts. J'ai accueilli, moi, dans 2 communes de ma circonscription, à Bonnel, j'ai accueilli les maires à Bonnel et à Maurepas, dans le sud des Yvelines, 2 fois des réfugiés cette année. Ça s'est remarquablement passé, la population était au rendez-vous. Donc le mouvement de générosité des Français, il est là. Il ne faut pas l'empêcher. C'est même notre grandeur et notre fierté de pouvoir le... Mais donc, qu'est-ce que vous dites aux maires qui refusent? Est-ce que votre rôle de parlementaire, justement, c'est pas de dire chacun doit prendre sa part? J'ai la chance, Madame Synthèse, d'avoir dans ma circonscription des maires qui n'ont pas refusé. Je pense qu'il faut... Oui, chacun doit pouvoir y prendre sa part, mais ça doit se faire dans la concertation et la discussion. Ça ne peut pas se faire de manière imposée du haut de l'État par le préfet. C'est ça qui n'est pas possible. Et les attitudes de Robert Ménard que vous allez retrouver le 12 décembre, vous paraissent... Oui, alors je n'aurais pas fait cette affiche. Maintenant, il faut entendre aussi un maire qui vous dit que quand il a dans certaines de ses classes, pas plus de 5 ou 10% d'enfants d'origine française dans ses écoles primaires. Ce ne sont pas les réfugiés de la jungle de Calais. Non, mais ça s'ajoute. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un moment... Il faut l'entendre. Moi, je ne fais que ça. Lorsque le maire de Montfermeil dit la même chose, Xavier Lemoine, il faut entendre ces maires parce qu'ils ne savent plus comment traiter cette question. Ils veulent la traiter, je pense, généreusement. Mais ils ne savent plus comment la traiter parce qu'ils n'ont plus de moyens. Donc, entendons-les plutôt que de les condamner. Gilles Manchon. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes opposé à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse. Alors 2 questions. Pourquoi vous voulez empêcher une femme de décider quand elle veut donner la vie? Et puis, est-ce que vous l'êtes dans tous les cas, même en cas de viol et pour les mineurs? Je suis la possibilité de mettre fin à une vie humaine de manière délibérée est étrangère à ma conception des relations humaines et de la vie. C'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, je suis également opposé à la peine de mort et à l'euthanasie pour cette même raison. J'ai indiqué dans le programme que je soutiens pour la primaire que je souhaitais faire changer le regard sur cette réalité parce que je vois que
chacun s'accorde à considérer qu'on ne peut pas accepter que l'avortement, qui est un acte qui n'est pas banal, qui provoque une certaine forme de violence aussi, ou qui est difficile à supporter. Enfin, je renvoie au débat parlementaire que nous avons eu il y a 2 ans. Mes opposants ou mes adversaires disaient ça eux-mêmes. Je veux simplement qu'on tire les conclusions de ça. Une femme enceinte qui se retrouve dans une situation de détresse parce que sa grossesse est inopinée, ça existe et je ne suis pas juge de cette détresse. Je constate qu'aujourd'hui, c'est la seule fragilité que la société française n'accompagne pas, de sorte que celles qui voudraient pouvoir donner naissance à leur enfant malgré leur détresse n'ont pas de solution. Et alors qu'on accompagne les personnes handicapées, les détenus... Vous m'avez pas répondu en cas de viol, par exemple Alors qu'on accompagne les personnes handicapées, les détenus, les jeunes chômeurs, tout le monde... Mais si on les accompagne, les femmes aussi, en leur proposant et en leur facilitant le recours à l'avortement, c'est aussi comme ça que c'est le caractère univoque de cette proposition et de cet accompagnement que je conteste et je pense qu'il faut... On leur demande pas, on les force pas. Vous n'êtes pas hostile à l'IVG. Je déduis de vos propos que vous acceptez l'idée qu'une femme qui le décide puisse ne pas donner l'avis. Il n'y a pas d'hostilité chez moi, il y a une opposition de principe. Hostilité, c'est pas le mot qui convient. Je suis en désaccord avec cette idée parce que je ne comprends pas. Enfin, oui, mais vous n'êtes pas un philosophe, vous êtes un responsable politique. Donc... Je suis aussi un philosophe, et je n'oublie pas que je le suis. Et comme responsable politique, je dis la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est faire évoluer le regard sur justement, cette réalité. Vous dites que vous êtes philosophe. Question très rapide. Que vous est-il arrivé en cours de philo le 30 janvier 1982 à 9h15 ? Vous dites dans tous vos portraits que vous avez été touché par la grâce. Et moi, je voudrais savoir vraiment ce qui s'est passé pendant ce cours de philo. Ce qui s'est passé, c'est 15 secondes. C'est la compréhension du fait que malgré les frasques qui étaient les miennes et la fragilité de ma vie personnelle, le bon Dieu faisait quand même attention à moi. Oui, pendant un cours sur le repentir. Wow. Et c'est ce qui a donc transformé votre vie. C'est ce qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans le bon Dieu. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir accepté l'invitation de France Info.